Stéphane Descartier, les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Patrimoine vous connaissent par cœur. Vous nous accompagnez maintenant depuis de très nombreuses années pour essayer de dénicher tel plan, pour essayer dans un marché, soit quand on parlait de hausse de prix, de baisse des taux, etc., soit voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes confronté à toutes ces questions et que vous voyez la réaction du gouvernement, vous vous dites quoi Le gouvernement, ils ont quand même un peu un problème parce qu'on avait tous à peu près cru comprendre que notamment l'arrêt des aides à l'immobilier, etc., c'était subordonné, ça dépendait quand même pour beaucoup du retour des institutionnels, des zinzins. Bon, sauf que les institutionnels, ils sont revenus timidement, mais ils sont tout de suite repartis parce qu'effectivement, ils avaient plus quand les taux étaient à 0 et puis que les obligations d'entreprise rapportaient 0,5, ils étaient bien contents de revenir sur l'immobilier pour faire du 4%. Sauf que là, avec l'inflation, l'augmentation des taux et puis les placements financiers sans risque, sans boulot, sans équipe pour louer, gérer la chasse d'eau qui fuit, vous refaites du 4%, vous revenez pas faire de l'immobilier. Et donc là, on parle de l'investissement locatif, très clairement. Oui, de l'investissement locatif. Donc là, le château de cartes, il est en train de s'écrouler. Et donc là, on a quand même effectivement un bug énorme. C'est que les zinzins ne sont pas revenus. On arrête les aides pour les particuliers. Donc, qui est-ce qui va investir, en fait, que ce soit sur le neuf ou l'ancien? Parce que on vient de voir, effectivement, que la Caisse des dépôts et Action Logement va acheter 50 000 logements. Bon, la Caisse des dépôts, c'est l'État, et Action Logement, c'est le 1% logement. C'est-à-dire, c'est les impôts des entreprises. C'est-à-dire que sur les fonds publics vont débloquer quelque chose comme 12 milliards d'euros pour faire des économies. Faut m'expliquer. Pour économiser 1,8 milliard de Pinel qui auraient été donnés par exemple sur du Pinel ou sur des aides dans l'ancien, ils vont dépenser 12 milliards. Alors c'est peut-être de la pensée un peu trop complexe pour nous, les gens d'immobilier, mais là quand même ça commence un peu à se voir. Il s'appuie d'ailleurs sur ces logements surnuméraires, qualifions-les comme ça, pour dire, voyez, on est obligé d'éponger le marché. Oui, éponger le marché, je veux dire, c'est quand même, Mélenchon, on est arrivé, la Startup Nation l'a fait, quoi. C'est quand même incroyable, c'est une soviétisation du parc locatif français, c'est quand même incroyable, je suis quand même stupéfait que personne n'en parle et que personne ne mette ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'État va faire? On va refaire de la banque, de l'assurance, des voitures, des téléviseurs? Non mais là, c'est un contresens historique absolument délirant. Cécile Reclord d'Empruntis. Cécile, c'est un vrai sujet l'investissement locatif aujourd'hui pour les particuliers. On a vu que quand même c'était de moins en moins attractif. Est-ce que là, effectivement, vous-même dans vos datas, au sein de votre réseau, vous voyez effectivement peut-être moins d'affect et moins de volonté d'investir avec des problématiques d'obtention de crédit? On sait que c'est un vrai sujet l'investissement locatif aujourd'hui. Effectivement, Marie, il y a vraiment deux éléments. Il y a l'intérêt pour, et effectivement, quand on a beaucoup de pression sur un investisseur particulier qui détient quand même pas généralement 25 biens, on va pas se mentir, le propriétaire bailleur français, c'est 1,5, voire 2. On est plutôt dans un produit de préparation de la retraite, de transmission aux enfants, donc on n'est quand même pas dans le schéma de l'investisseur du fou furieux. Donc il y a un côté anxiogène de la pression qu'on lui met, et effectivement, Marie, vous avez raison, les conditions de financement ne sont plus les mêmes. Côté rentabilité, quand vous passez de 1 à 4 en taux moyen de crédit, vous perdez 25% de votre capacité d'emprunt, votre crédit vous coûte 2 fois plus cher, donc déjà ça va venir peser sur la rentabilité. Vous avez quand même un plafonnement des loyers, donc autant dire que vous n'allez pas vous récupérer de ce côté-là. Et puis les banques, elles ont resserré, alors en raison du Haut Conseil de stabilité financière dont parlait Nicolas tout à l'heure, parce qu'en fait les investisseurs, c'est pas ceux qu'on veut voir être financés, on va pas se mentir. On privilégie le primo-accédant aujourd'hui. La résidence principale est effectivement le primo-accédant dans sa majorité, parce qu'on part du principe que l'investisseur, il soutient les prix et que c'est un boursicoteur de l'immobilier. Donc non, lui, on va pas lui donner de privilèges, alors même qu'il en avait avant, puisque les banques, elles pratiquaient ce qu'on appelle, de façon un peu technique, le calcul en différentiel, c'est-à-dire qu'en gros, on calculait pas le taux d'endettement pareil pour un investisseur que pour un particulier, parce qu'il y a les loyers qu'on perçoit en parallèle. Ça faisait du revenu en plus. Exactement. Donc on avait vraiment une autre méthode de calcul. Là, le HCSF, donc au Conseil de stabilité, il a dit oh là, plus tout ça, tout le monde la même règle. Et puis les investisseurs, vous les favorisez pas. Et puis quand on est dans un marché immobilier qui peut se rééquilibrer, les banques, elles sont un peu plus sensibles. Elles font très attention à ce qu'elles financent. Et puis alors si on rajoute le DPE dans tout ça,
on a un accès au financement beaucoup plus compliqué. Financer les travaux, ça veut dire avoir soit la capacité d'emprunt pour le faire, soit avoir l'épargne pour le faire. Et ça, autant dire que ça ne met pas à la fête ni les investisseurs, ni même ceux qui achètent une résidence principale dans l'ancien. Et puis il y a un autre sujet, Jean-Louis Dellauro, mon alter ego, il y a un autre sujet quand même autour d'Airbnb, parce qu'on parle de l'investisseur au sens large. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit, des députés de la majorité, une espèce de projet de loi transpartisan. On a eu une proposition du CNR Logement qui n'a pas été reprise sur la création d'un statut du bailleur. On nous a dit non, mais on va réfléchir à quelque chose sur la fiscalité locative pour favoriser les locations longue durée. En clair, se détourner, permettre, ou en tout cas de moins donner envie aux investisseurs de se lancer sur Airbnb, mais de créer une vraie offre locative durable. C'est un vrai sujet, ça, aujourd'hui aussi. Pour moi, c'est un peu l'éléphant dans la pièce et que personne ne veut voir, c'est Airbnb, pour pas le donner. Et consorts. Et consorts, et Abritel, etc., Booking. Bon, voilà, maintenant, il y en a quand même plusieurs. C'est en fait, derrière ça, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait de notre parc existant et qu'est-ce que fait l'investisseur immobilier, même dans l'ancien? Il a plusieurs options, mais en fait, quand on regarde toute la législation et la fiscalité, il est très incité à faire du Airbnb, en fait. Et ça, c'est d'autant moins de logements pour des gens qui habitent là, qui travaillent sur place, etc. Et on voit que ça pose d'énormes problèmes. Là, il y a une étude récente qui a été faite par nos confrères d'actu.fr avec l'aide d'une association qui lutte contre Airbnb. Et eux, on pensait qu'il y avait 500 000 logements à peu près sur Airbnb pour l'instant. Et en fait, il y en aurait plutôt 750 000. Donc, alors certes, le parc immobilier français, c'est 37 millions de résidences principales, mais on voit bien qu'il y a un souci, et puis c'est surtout il y a des quartiers entiers qui ont disparu totalement. Alors pour ceux qui ne sont pas de Paris, mais le quartier du Marais, par exemple, est un quartier où il n'y a plus personne qui vit, en fait. Mais ça, vous le constatez, Charles Marinakis, effectivement, que la résidence de tourisme ponctuelle comme ça, elle a siphonné le marché locatif traditionnel. Évidemment, c'est la conjonction de ce qui a été dit par vos deux invités. C'est qu'il y a un assèchement très significatif du parc locatif. Et c'est aussi d'ailleurs, ça provient de trois phénomènes. Le premier, c'est que, vous l'avez souligné, les investisseurs ne font plus d'investissement locatif, et en particulier dans le neuf, ce qui explique aussi beaucoup la crise du logement dans le neuf, puisqu'en réalité, une partie du neuf, vous le savez, avec l'accompagnement fiscal, était dévolue au locatif, à l'immobilier locatif, et donc venait alimenter le parc locatif privé. Ça, c'est le premier point. Et puis sur le parc locatif existant, on observe la conjugaison des deux phénomènes. Un, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire notamment dans les zones plutôt favorisées, Marais, on entend souvent beaucoup de reportages sur la côte ouest, Atlantique, etc. On parle de Biarritz où effectivement, on loue soit à Britel, soit Airbnb, soit en saisonnier, soit en location meublée professionnelle, soit en location meublée non professionnelle, c'est-à-dire on sort beaucoup de logements du parc locatif. Vous vous rendez compte qu'en louant 120 jours avec Airbnb à Paris, vous êtes plus rentable qu'en donnant à bail par le plafonnement des loyers. Donc forcément, ça sort des logements du parc locatif privé. Voilà. Et puis, comme les existants ne trouvent pas à acheter, c'est-à-dire ils peuvent pas sortir entre guillemets d'une location pour faire une acquisition parce que financièrement ils ont été désolvabilisés. Et nous, on s'aperçoit que sur les 150 000 logements que nous gérons pour le compte des bailleurs, les congés ont diminué de moitié. C'est-à-dire qu'il y a une rotation naturelle du parc entre 20 et 25%. On est tombé à 13%. Donc voilà pourquoi tout le parc locatif, si vous voulez, est asséché. Et dans mon troisième marché, entre le neuf, l'ancien et le locatif, je dirais le pauvre marché locatif, il est pris entre les feux croisés du non-approvisionnement des logements neufs, d'accord, et de la restriction de mise à disposition des logements anciens. Donc, lui, il est vraiment en souffrance. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une sinécure. Il n'y a plus d'appartements à louer. Et, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la conjonction de ce qui a été dit sur ce plateau. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je trouve incroyable que personne, effectivement, vous êtes la première personne que j'entends dire ça, ne s'offusque que l'État achète 47 000 logements. Moi, je suis très content pour mes amis promoteurs, mais que vient faire la Caisse des dépôts et consignations dans ce débat-là ? C'est-à-dire, parce qu'il faut rééquilibrer la régionalisation. C'est-à-dire, on va encourager des gens qui ont soit construit trop cher, ils ne trouvent pas à les vendre, soit construit au mauvais endroit. C'est exactement tout ce qu'on veut pas. Nous, on veut que les gens construisent sur des marchés tendus, là on a besoin de logements, et SRU d'ailleurs est assez
assez inutile de ce point de vue-là, parce qu'elle s'applique à tout le monde de manière un peu basique, alors qu'en fait on devrait réclamer des logements par densité de population, là où on en a besoin, et arrêter de construire là où personne n'en veut. Alors il y a une réflexion qui va être lancée sur le zonage, je pense que l'idée c'est aussi de réidentifier les zones. Il est temps, et sachant quand même que ce qu'on peut reprocher au gouvernement, et pas uniquement le gouvernement actuel, vous voyez bien que la politique, la réflexion sur l'aménagement du territoire, aujourd'hui, elle aurait dû être faite il y a 20 ans ou 30 ans. En fait, il y a un péché originel quand même. Exactement. Il faut lâcher le mot, même peut-être d'avant, mais il n'aime pas l'immobilier. Oui, enfin, le problème, c'est qu'il n'aime pas. Il n'aime pas l'immobilier, on n'en sait rien, mais en tout cas, les Français aiment l'immobilier, et c'est quand même un besoin fondamental. Je veux dire, pour c'est bien de rappeler quand même qu'au début, il n'y avait pas le ministre du logement, qu'il n'y avait pas première source quand même de dépenses des ménages. Mais pour compléter ce que disait Charles, pourquoi est-ce que les gens basculent aussi sur la location courte durée, sur Airbnb et compagnie? C'est quand même aussi parce que aujourd'hui, pour louer en nu, faut être maso. C'est quand même la bascule vers le meublé, elle est énorme. Aujourd'hui, vous voyez à Paris, ça devient compliqué pour trouver un studio ou un T2 en nu. Ah ben oui, mais tous les jours, vous avez des gens qui cherchent à louer et qui me disent mais pourquoi j'ai que du meublé en proposition? Mais parce que effectivement, alors l'avalanche réglementaire, les baux de 3 ans, le plafonnement des loyers. Mais faut faire quoi? Ça veut dire faut faire quoi? Faut matraquer tous les autres, ou alors il faut. Quand en plus vous avez été le bon élève, vous avez fait toutes les choses parfaitement avec un arbre qu'il faut abattre pour faire un bail aujourd'hui en nu, l'État vous prend tranche marginale plus CSG entre 1/3 et 2/3 de vos loyers nets, plus l'IFI, plus la taxe foncière qui explose. Donc il faut être maso. Et on vous demande de rénover. C'est aussi ça. Impose. Alors, parce que sur Airbnb, vous faites du Airbnb, on ne vous demande pas. Pour l'instant, non. Alors c'est vrai qu'Olivier Klein, le ministre du Logement, était venu sur notre antenne il y a quelques mois annoncer qu'ils allaient préparer et faire en sorte, par voie législative, que la location de courte durée saisonnière puisse être soumise aux mêmes règles. Pour l'instant, effectivement, on doit avertir ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Malheureusement, vous pouvez encore le faire sans obligation. Pour l'instant, rien n'a été véritablement. Oui, mais évidemment. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les professionnels ont réclamé, vous le savez, un statut de bailleur privé, parce que à l'intérieur de ce statut-là, on aurait pu réguler plein de choses, rééquilibrer les fiscalités, favoriser la location de longue durée, d'accord, avoir un vrai statut. Aujourd'hui, quand vous êtes loueur meublé non professionnel, vous êtes immatriculé. Donc, je vois pas pourquoi on créerait pas, sous contrôle d'une immatriculation professionnelle, un statut du bailleur privé. On n'a pas été écouté sur ce sujet-là. C'est vraiment très dommage, que ça clarifierait vraiment la situation, et d'ailleurs ça permettrait, et vous en serez d'accord, à la Banque de France d'inclure ce processus de dérogation des fameux 20% et du reste à vivre dès lors que vous êtes déclaré comme bailleur privé et que vous vous engagez à louer. Et on pourrait revenir à la situation antérieure qui consiste à intégrer les revenus locatifs dans le calcul de la capacité d'emprunt. La bonne situation, ça serait un retour total au monde d'avant en matière d'octroi de financement. Ça, j'ai peur que ce soit pas compliqué. On est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on milite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde a changé. Tous les acteurs le disent. On n'est plus du tout dans l'emballement et la bulle immobilière qu'on a connue en 2019 quand le Haut Conseil de stabilité financière a édicté ses recommandations. 4 ans plus tard, force est de constater que tout s'est bien calmé. C'est bon, on a le résultat attendu. Laissons aux banques faire leur job. Laissons aux professionnels la possibilité de faire leur métier. Une banque, c'est un établissement qui prend du risque. Ouais, alors quand même, justement, je vous interromps, Cécile, et ça sera peut-être juste très rapidement parce qu'on n'a pas abordé la question de la rénovation. Les banques, elles financent la réno aujourd'hui? Alors, parce que c'est ça quand même aussi le sujet. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas de chance, on a tout en même temps. En fait, quand vous avez des conditions de financement qui se contractent, que vous avez la volonté des banques de maîtriser leurs risques, naturellement, elles sont hyper vigilantes sur ce qu'elles financent. Alors oui, elles vont financer si vous avez la capacité de le financer. Si vous n'en avez pas les moyens, elles n'iront pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin des recommandations du HCSF, puisque les banques font très bien leur job toutes seules. Libérons le marché du crédit, ça ira déjà beaucoup mieux. Et puis un problème. Non, j'ai pas envie. Non, je reste, Cédric. Ah non. Allez, on fait une Merci. Ouais, c'est ça. Ils vont me bâillonner. Bon, voilà. Bah écoutez, ça prouvera qu'il faut faire plus long. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Cécile Rochlor donc pour Empruntis, Stéphane Descartier, la Maison de l'Investisseur, Charles Marinakis pour Century 21. Merci Jean-Louis. Merci Marie. Avec plaisir. On se retrouve lundi. Évidemment. Pas la même place du coup. Non, pas la même place, mais ça reviendra peut-être. Dans un instant, on reprend entre guillemets le fil normal de